Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir un petit exercice portant sur la mécanique des milieux continus. Alors plus précisément ici, la mécanique des milieux continus appliquée à l'étude d'une poutre. Alors que dit notre énoncé? Alors on dit soit U, M, de première composante de KE multiplié par x1, x2, deuxième composante de moins K sur 2E multiplié par x1 carré moins VK sur 2E multiplié par x2 au carré, plus VK sur 2E multiplié par x3 au carré, et de troisième composante de moins VK sur E multiplié par x2, x3. Alors là, c'est le champ de déplacement d'une poutre, où M ici désigne un point quelconque de la poutre tel que OM, donc sa position donnée par ses coordonnées x1, x2 et x3. Dans notre base canonique des R cubés, bien sûr, E1, E2, E3. Alors, en première question ici, on nous demande de déterminer le tenseur de déformation epsilon M, donc de déformation en M. Deuxième question, on nous demande de déterminer le tenseur de contrainte sigma M ici, sachant que le module de Young de la poutre est E et son coefficient de Poisson est tout simplement tau. Maintenant, en 3, on nous demande de déduire le type de test auquel est soumis la poutre. En 4, on nous demande ici de déterminer la contrainte, ou bien les contraintes principales ici. En 5, déterminer le système de coordonnées principales. En 6, on demande de calculer la contrainte tangentielle maximale. Et en 7, on nous demande de déterminer la contrainte normale et tangentielle au point P de coordonnées 3, moins 2, 4 dans la direction N de coordonnées 1, 1, moins 5. Alors, sans plus tarder, nous allons donc commencer à résoudre ce petit problème. Alors, vous l'aurez compris ici, il y a deux éléments familiers ici. Il s'agit ici du module d'élasticité ici et du coefficient de Poisson. Ce sont ces paramètres qu'on retrouve souvent dans robot lorsque nous sommes en train de dimensionner, par exemple, certains éléments de structure. Donc là, en modifiant ces éléments, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser ces éléments de façon donc justifier l'utilisation de ces éléments, la variation de ces constantes ou de ces paramètres-là sur notre structure. Donc pour commencer ici, nous allons commencer par la première question. Là, on demande de déterminer le tenseur de déformation. Alors, vu que nous avons le champ de déplacement, le tenseur de déformation dans ce cas-ci est obtenu en exposant tout simplement notre champ de déplacement. Donc, sur ce, la composante en IJ de notre tenseur de déformation, c'est tout simplement égal à 1 demi de la dérivée partielle de UI par rapport à XJ, plus la dérivée partielle de UJ par rapport à UI. Donc, par rapport à XI. Alors, dans ce cas, avant de continuer, j'aimerais apporter une petite précision. En génie civil, précisément dans le bâtiment, lorsqu'on construit des éléments de structure de bâtiment, ces éléments sont conçus pour être immobiles. Donc, ils doivent être en mouvement perpétuel. Ce qui fait donc que l'une des conditions naturelles que nous devons avoir ici, ça doit être l'une des conditions de la statique, la somme des moments doit être appliquée à cette poutre doit tout simplement être égale à 0. Alors, cela induit sur notre matrice ici, donc ou bien notre tenseur de déformation, une propriété de symétrie. Donc notre tenseur de déformation ici doit être tout simplement symétrique, ce qui va nous amener à calculer l'ensemble des éléments d'une partie et effectuer tout simplement la symétrie par rapport à la première diagonale. Donc dans ce cas-ci, comme premier élément que nous déterminerons ici, ça sera tout simplement epsilon 1, 1. Donc sa première composante. Lorsqu'on parle d'epsilon 1, 1, alors la dérivée partielle de U par rapport à XJ sera égale à la dérivée partielle de UJ par rapport à XI dans ce cas-ci. Donc là, ça va donner 2 fois la dérivée partielle de U1 par rapport à X1 qui va simplement donner dérivée partielle de U1 par rapport à X1 dans ce cas-ci. Alors, lorsque nous retournons dans notre expression, la dérivée partielle de U1 par rapport à X1, ça va donner KX2 sur E. Donc là, nous obtenons une valeur de KX2 divisé par E. Maintenant, qu'en est-il de epsilon 2,2? De même, epsilon 2,2, c'est la dérivée partielle de U2 par rapport à X2. Alors, la dérivée partielle de U2 par rapport à X2 ici, ça c'est U2. Donc là, ça va donner moins VKX2 sur E, moins VKX2 sur E. Alors, en ce qui concerne epsilon 3, qui est la dérivée partielle de U3 par rapport à X3,
Dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va également donner moins VK X2 sur E. Maintenant, nous allons évaluer à composer 1, 2, donc epsilon 1, 2 de notre tenseur. Alors, epsilon 1, 2, c'est égal à 1 demi de la dérivée partielle de U1 par rapport à X2 plus la dérivée partielle de U2 par rapport à X1. Alors, dans ce cas-ci, epsilon 1, 2 sera tout simplement égal à 1 demi-facteur. La dérivée partielle de U1 par rapport à X2 va nous donner Kx1 sur E. Et la dérivée partielle de U2 par rapport à X1, ça va nous donner moins Kx1 sur 2. Donc là, nous aurons moins Kx1 sur 2, qui dans ce cas-ci va nous donner 0. Alors, qu'en est-il de epsilon? Epsilon 3, qui est égal à la dérivée partielle, donc 1 demi, de la dérivée partielle de U1 par rapport à X3, plus la dérivée partielle de U3 par rapport à X1. Donc là, nous pouvons directement calculer celui-ci. Nous voyons que la première expression ne dépend pas de X3. Donc la dérivée partielle de U1 par rapport à X3 va donner 0. Et la dérivée partielle de U3 par rapport à X1 va également donner 0. Parce qu'il n'y a pas aucun élément en X1 dans U3. Donc cette quantité-ci va tout simplement nous donner 0. Et enfin, là, nous allons calculer epsilon 2, 3. Puisque nous parlons des éléments de symétrie, ça sera le dernier élément à calculer. Nous avons fait une matrice symétrique. Donc là, ça va faire 1 demi la dérivée partielle de U2 par rapport à X3, plus la dérivée partielle de U3 par rapport à X2. Alors là, ça va nous faire 1 demi en facteur de la dérivée partielle de U3 par rapport de U2 par rapport à X3. Dans ce cas-ci, ça va donner tout simplement VKX3 sur E. Donc là, nous avons VKX3 sur E. Et la dérivée partielle de U3 par rapport à X2, ça va donner moins VK X3 sur E également. Donc, moins VK X3 divisé par E. Alors, dans ce cas, nous obtenons 0. Donc, epsilon 2, 3 égale à 0. Nous allons à présent construire notre tenseur de déformation aisément. Alors, notre tenseur de déformation est celui-ci. Là, nous avons epsilon M. Epsilon M ici. Alors, sa première composante, c'est epsilon 1,1. Epsilon 1,1, nous avions obtenu la valeur de Kx2 sur E. Et là, nous avons 0, 0 là. Ici, nous avons 0, car nous avions une matrice diagonale. Epsilon 2, 2 égale epsilon 3 fois, c'était moins VK. Donc, epsilon 2, 2, ça va faire moins VKX2 sur E. Là, 0. Ici, c'était 0, 0 moins VKX2 sur E. Donc là, nous avons obtenu notre tenseur de déformation. Maintenant, nous allons passer à la question 2. La question 2 ici consiste tout simplement à déterminer notre tenseur de contrainte en fonction du module de Young, ici au module d'élasticité E et du coefficient de Poisson. Donc, là, nous avons notre tenseur de contrainte ici. Alors, la composante IJ de notre tenseur de contrainte est tout simplement donnée par la relation sigma IJ est égal au module de l'élasticité multiplié par le coefficient de Poisson multiplié par petit e divisé par 1 moins 2 fois le coefficient de Poisson facteur de 1 plus le coefficient de Poisson plus e divisé par 1 plus le coefficient de Poisson. Donc, ce premier élément, c'est tout simplement celui-ci multiplié par le symbole de Kronecker. Donc là, c'est Kronecker IJ plus E multiplié par 1 plus le coefficient de Poisson multiplié par la composante en IJ de notre tenseur de déformation. Alors, vous voyez que pour déterminer donc notre tenseur de contrainte, nous avons besoin du tenseur de déformation. Pourquoi? Parce qu'il y a déformation, c'est seulement s'il y a présence d'une contrainte. D'où la relation entre ces deux éléments. Nous ne pouvons pas avoir des déformations si nous n'avons pas au préalable appliqué par exemple une force en un point. Donc, ici, nous allons donc commencer par calculer sigma 1,1. Vu l'explication précédente, sigma 1,1 sera également, sigma sera également de la même nature que epsilon, c'est-à-dire symétrique. Donc, sigma 1,1 dans ce cas-ci
égale à E, VE divisé par 1 moins 2V facteur de 1 plus V, plus E divisé par 1 plus V. Alors, celui-ci sera multiplié par epsilon 1 qui est égal à kx2 sur 2. kx2 sur E, autant pour moi. Alors, que représente petit e? Petit e ici représente tout simplement la trace de notre tenseur de déformation. Alors, petit e ici, vu que c'est égal à la trace du tenseur de déformation, c'est égal à la somme des éléments de la diagonale. Donc là, nous avons un facteur en commun entre tous ces éléments qui est tout simplement kx2 sur E. Donc là, c'est égal à kx2 sur E en facteur de qui? Là, ça sera un facteur de 1 moins 2V. Pourquoi? Parce que là, cet élément est égal à cet élément. Donc là, nous avons un moins 2V qui sera tout simplement reporté ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que sigma 1, c'est égal à quoi? Donc là, nous avons un E, V, alors fois petit e qui va donner kx2 ici, divisé dans ce cas par E multiplié par 1 plus V. Donc là, pourquoi celui-ci? 1 moins 2 va se simplifier avec celui-ci. Il va rester 1 plus V au dénominateur. Et de ce côté, nous avons un E au dénominateur. Et EV, en haut, va multiplier donc cette première composante, bien la composante supérieure. Donc là, ça va faire plus. Celui-ci, c'est kx2 divisé par 1 plus V. Alors, ça va nous donner tout simplement kx2 en facteur. Donc là, ça va faire kx2. Car ici, E et E vont se simplifier. Nous avons 1 plus V1 ici. Donc là, c'est kx2 divisé par 1 plus V que nous mettrons en facteur. Alors, ça va faire facteur de 1 plus celui-ci, donc plus V également, qui va tout simplement donner kx2. Donc au final, sigma 1 sera tout simplement égal à kx2. Maintenant, nous allons déterminer sigma de 2. Donc, la composante 2 de notre tenseur de déformation, ou bien le tenseur de contrainte. Sigma 2 ici, ça sera égal à cette même valeur-ci, qui est égale à Vkx2 divisé par 1 plus V. Donc là, c'est Vkx2 divisé par 1 plus V. Donc, Vkx2 divisé par 1 plus V ici, multiplié par E. Donc, plus E sur 1 plus V fois, là, nous avons moins Vkx2 sur E. Donc, moins Vkx2 sur E. Alors là, ça va donner Vkx2 sur 1 plus V moins Vkx2 sur 1 plus V qui au final va nous donner une valeur de 0. Maintenant, sigma 3, c'est également égal à Vkx2 sur 1 plus V plus E sur 1 plus V, le tout multiplié par moins Vkx2 divisé par E, qui va nous donner également 0. Alors, qu'en est-il de sigma 1, 2? Vu que nous avons 1, 2, I est différent de J, ce qui voudrait donc dire que cette quantité sera égale à 0. Donc, sigma 1, 2 dans ce cas-ci, ça va tout simplement nous donner, donc ça va donner E divisé par 1 plus V, epsilon 1, 2. Alors, vous savez que pour tout I différent de J, epsilon IJ égale à 0 vu sa matrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sigma 1, 2 sera tout simplement égal à sigma 1, 3 qui est égal à sigma 2, 3 qui dans ce cas va donner 0 parce que I est différent de J. Donc, au final, nous allons donc écrire l'expression de notre matrice de contrainte. Donc, finalement, notre tenseur de contrainte a pour expression, là, nous avons sigma, tenseur de contrainte en N. Ça va pour expression, ça c'est kx2, donc qui est sigma 1 ici, kx2. Le reste des composantes sont nulles, tout simplement. Donc là, nous avons affaire à une matrice ayant un seul composant non nul. Maintenant, nous allons passer à la prochaine question, la question 4. Alors, la question 4 ici, donc la question 3. À la question 3, on demande de déduire le type de test auquel est soumise la poutre. Donc ici, vous voyez que nous avons donc la matrice des contraintes. Et dans notre matrice des contraintes ici, tous les composantes sont nuls, excepté la première composante ici, donc qui dépend bien sûr de la deuxième coordonnée du point auquel on utilise cet élément.
Mais de façon générale, nous avons notre cas x2 ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si x2 est non nul, alors notre poutre ici sera tout simplement soumis à une force unidirectionnelle. Alors, vu que notre force est unidirectionnelle ici, ça sera sur quelle direction? Je vous rappelle que lorsque nous avons fait une matrice diagonale désignant les contraintes principales sont données par les éléments de la diagonale. Alors, c'est quoi les contraintes principales? Toute contrainte appliquée à un point ou bien sur un élément de structure peut être décomposé en ses contraintes principales. C'est la raison pour laquelle le plus souvent, nous cherchons à déterminer les contraintes principales. Alors, ces contraintes principales, là, nous avons la contrainte ici, suivant l'axe des Y. Ici, ça sera suivant l'axe des X et là, sera l'axe des côtes. Donc, là, nous avons notre poutre, là, qui est représentée comme ceci. Donc, là, nous avons une section de notre poutre comme ceci. Là, nous avons notre poutre. Alors, vu que tous les autres éléments sont nuls, la contrainte suivant cet axe-ci sera nulle. La contrainte suivant cet autre axe sera nulle. Vu que les deux derniers composants sont nuls, mais cette composant étant non nul, là, nous avons une contrainte suivant cet axe qui est bel et bien existant. Maintenant, nous allons définir, si nous avons donc une poutre qui est soumise à une force sur les extrémités, une force horizontale colonie à l'axe de la poutre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait tout simplement dire que cette poutre est soit en compression, soit en tension, selon le sens de la force que nous appliquons. Alors, à la question 4, ici, on demande de déterminer les contraintes principales. Alors, comme je disais précédemment, là, nous avons déjà notre matrice de contraintes qui est diagonale ici. Donc là, les contraintes principales, lorsque nous avons affaire à la matrice de contraintes diagonale, c'est tout simplement les différentes contraintes ou les différents éléments de la diagonale. Alors, c'est quoi d'abord les contraintes principales? Comme je le disais précédemment, je le redis encore, toute contrainte appliquée à une structure peut être décomposée en ses contraintes principales. C'est comme les composantes de la contrainte générale en un point. Lorsque nous étudions bien sûr la contrainte en ce point-là. Alors, qui dit contrainte générale? Vu que nous sommes dans 3 dimensions, là nous avons 3 contraintes principales dans le cas d'une poutre. Donc là, nous avons notre élément comme ceci. Alors, cette contrainte-là, ça sera la contrainte appliquée suivant cette face-ci, la contrainte appliquée suivant la face inférieure, et la contrainte appliquée suivant cette autre dernière face. Vous voyez que là, nous avons un tétraèdre, donc une figure à 3 faces. Pourquoi est-ce que nous choisissons un tétraèdre au lieu de choisir par exemple un solide à 6 faces? Alors, parce qu'ici, nous avons affaire à des matrices symétriques. Donc, vu que nous avons affaire à des matrices symétriques, s'il y a une contrainte appliquée à une face, alors ça sera la même chose que la contrainte, ou bien ça sera l'opposé de la contrainte appliquée à la face opposée. Donc là, nous n'avons pas besoin, pour caractériser une structure ou bien un élément ici, de déterminer l'ensemble des contraintes sur les 6 faces qui vont décrire l'espace. Là, nous n'aurons que besoin d'utiliser la moitié à cause de la propriété de symétrie. Donc, sur ce, la première contrainte principale ici sera donc donnée par sigma 1, 1. Donc là, nous aurons sigma 1, 1 est égal à kx2. Ici, sigma 2, 2 égale à sigma 3, 3 qui est égal à 0. Donc maintenant, nous allons passer à la prochaine question, qui est la question 5. Là, on demande de déterminer le système de coordonnées. Donc, le système de coordonnées principal. Alors, c'est quoi le système de coordonnées principal? Si nous supposons, par exemple, dans le cas général, que notre matrice ou bien notre tenseur de contraintes ici n'est pas diagonale. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que pour déterminer les contraintes principales, nous devrions changer d'espace. Donc, nous devons nous mouvoir vers un espace dans lequel notre matrice, le tenseur de contraintes ici, serait tout simplement une matrice diagonale. Alors, si c'est une matrice diagonale à cet autre espace, ici, le système de coordonnées principal défini tout simplement, c'est tout simplement le système de coordonnées utilisé dans cet autre espace-là. Mais maintenant, dans le cas de notre exercice, vu que notre matrice est déjà diagonale, le système de coordonnées principal sera tout simplement quoi? Le système de coordonnées constitué par notre base cartésienne, donc notre même système de coordonnées de départ. Parce que là, nous n'avons plus besoin de changer d'espace. Ce qui fait donc que le système de coordonnées principal sera tout simplement donné par E1, E2, E3. Donc là, c'est notre système de coordonnées principal. Maintenant, nous allons passer à la question 6. À la question 6, on demande de calculer la contrainte tangentielle maximale.
Alors, l'expression de cette contrainte tangentielle maximale, donc là, c'est la question 6. La contrainte tangentielle maximale que nous allons noter par exemple sigma t max, dans ce cas, ça sera égal à quoi? Ça sera égal tout simplement au plus grand élément du set, au plus grand élément de la diagonale ici, de notre matrice. Donc là, ça va donner kx2, dans lequel on prendra k positif, de x2 positif, mais ici x2 est négatif, là, on va obtenir moins kx2. Vu que les deux autres éléments sont nuls, de façon générale, le plus grand terme là-bas sera forcément la valeur absolue de kx2. Donc dans ce cas-ci, sigma t max sera égal à la valeur absolue de kx2, parce que normalement c'est le plus grand élément moins le plus petit élément. Vu que le plus petit élément ici c'est forcément 0, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'en valeur absolue, nous obtenons valeur absolue de kx2 divisé par 2. Donc là, c'est l'expression de sigma t max. Maintenant, nous allons passer à la question 7, qui est une question très intéressante ici, un peu comme une application en un point donné. Là, on demande de déterminer la contrainte normale et tangentielle au point P des coordonnées 3, 2, 4 dans la direction n. Donc, la direction n ici, c'est tout simplement la direction suivie par l'axe de la normale en ce point-là. Donc, la première des choses ici, nous allons commencer par déterminer la contrainte en ce point P. Donc, à la question 7, nous commencerons par déterminer la contrainte générale T au point P, donc en P. Alors, comment déterminer la contrainte générale en P? La contrainte générale en P nous dit T, ça sera tout simplement égal à quoi? Ça sera tout simplement égal à notre tenseur de contrainte ici au point P naturellement, au point P, multiplié par qui? Multiplié tout simplement par le vecteur unitaire associé à ce vecteur-ci. Donc, le vecteur unitaire associé à ce vecteur-là, ça sera tout simplement, là nous aurons n, et là, ça sera divisé par la norme de n, comme ceci. Donc là, ça va donner l'expression générale de la contrainte en ce point P. Alors, lorsque nous passons à l'application numérique, là, nous avons t est égal. Alors, le tenseur de contrainte ici au point P, là, nous avons x2 ici est égal à moins 2. Donc là, nous aurons moins 2k comme ceci, 0, 0, là, 0, 0, 0, et ici, 0, 0, 0. Multiplié tout simplement par n sur norme de n. Alors, la norme de n ici va donner la racine carrée de 1 plus 1 plus 25, donc la racine de 27 qui est égale à 3 racines de 3. Donc ici, nous aurons tout simplement 1 sur 3 racines de 3, 1 sur 3 racines de 3, et là, nous aurons moins 5 sur 3 racines de 3. Après calcul, nous obtenons T, la contrainte au point P, ça sera tout simplement égal à ce vecteur-ci. Donc là, ça sera égal à la première ligne, première colonne. Là, nous aurons moins 2k sur 3 racines de 3, moins 2k sur 3 racines de 3. Alors, le reste des composantes, là, ça sera 0, 0. Donc là, ça, c'est la composante de T ici. Donc ça, c'est le vecteur T au point P. La contrainte au point P, je vous l'ai dit. Donc, par la suite, nous allons donc calculer la contrainte normale. La contrainte normale. Donc là, nous trouvons ça Tn. Alors, comment calculer la contrainte normale? J'aimerais rappeler ici que la contrainte générale au point T est constituée n'a que deux composantes. La contrainte tangentielle au point P et la contrainte normale au point P. Alors, maintenant, prenons là, supposons que ici nous ayons notre point T comme ceci. Alors, ça c'est l'axe normal. Et là, ça c'est l'axe tangentiel. Alors, là, nous avons notre vecteur T. Celui-ci représente naturellement la contrainte normale Tn. Et celui-ci représente la contrainte tangentielle Tt. Au départ, on nous a donné l'expression du vecteur de la droite normale, ici de l'axe de la droite normale au point P. Vu qu'ici nous sommes au point P, l'origine ici c'est au point P. Alors la normale ici, nous avons n. Et le vecteur normal associé à cet axe-ci, naturellement, c'est n' qui est égal à
qui est égal à n sur norme de n, donc ce vecteur-ci. Alors, la contrainte normale ici, c'est tout simplement en norme ici, c'est le projeté orthogonal de T sur Tn. Donc, c'est cet axe-ci, je vous l'ai dit. Alors, comme si en termes de projeté orthogonal de T sur Tn, son projeté orthogonal, tout simplement, c'est égal au vecteur T scalaire n, n'. Donc, lorsqu'on fait T scalaire n', nous obtenons la norme de Tn. Et maintenant, comment fait-on pour obtenir le vecteur Tn au final? Nous n'aurons qu'à prendre la norme de Tn multipliée par ce vecteur unitaire n'. Donc, sur cette explication, nous voyons que celui-ci est l'expression de la contrainte tangentielle, donc la contrainte normale, autant pour moi, au point P, donc TNP. Maintenant, vu que nous avons évalué la contrainte normale, qu'en est-il de la contrainte tangentielle? Nous l'avions dit précédemment, la contrainte T, la contrainte au point P ici, donc T au point P, c'est égal à TP, la contrainte normale, plus la contrainte tangentielle. Ça pourrait tout simplement dire que la contrainte tangentielle ici, c'est égal à la contrainte au point T, au point P autant pour moi, donc TP, moins la contrainte normale au point P. Donc, je vous laisse au soin de faire ces applications numériques à la maison pour vous entraîner. Et là, vous obtiendrez le résultat. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. Comme on le dit très souvent, personne n'a la connaissance absolue. Il peut arriver que je fasse des petites erreurs. Donc, n'oubliez pas naturellement de les constater en commentaire. Et bien entendu, partagez massivement la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez d'autres préoccupations, venez tout simplement les poser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous acquérir notre un document visant à vous aider dans le domaine d'étanchéité, dont vous trouverez le lien en description. Le document est intitulé Étanchéité des bâtiments, protéger et pérenniser l'architecture moderne. Alors, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette grande aventure dans l'univers passionnant du génie civil. D'ici là, portez-vous super bien.